Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour la rubrique Newton and Masterminds où on va traiter cette fois-ci des archétypes qui sont présents dans Newton and Masterminds, le livre de base. En fait, normalement c'est le Hero Handbook Deluxe en version originale, mais on va dire de livre de base pour la version française puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors le but c'est de faire du bois, des petites analyses, des petits trucs pour essayer de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors bon, on va commencer par enfoncer des portes ouvertes. Je ne suis pas fan des illustrations, j'en ai déjà parlé, entre les décalcages de planches qu'on a déjà vues dans des comics et le fait que il y a une direction artistique qui est très changeante concernant le livre. Je dois avouer que on est loin de l'espèce de cohérence esthétique qu'avait un story, par exemple Pathfinder. C'est tout ce que j'avais envie de dire là-dessus. On va donc passer sans plus attendre sur la lecture. Voilà. Oups. Et voilà. On va zoomer quand même. On va faire un effort. Déjà, je vais virer ça. Et on va zoomer un petit peu. Alors, voilà. Là, on s'en fiche, par exemple, dans ce cas précis, des règles que j'ai posées. Donc là, c'est vraiment les trucs à l'analyse à nu du personnage. Par exemple, là, on voit qu'il y a beaucoup de force, de l'agilité, du combat, de la conscience, de la stamina. Alors, le combat et la force, bon, c'est une battle suit, donc c'est tout à fait logique. Les intellects à 5, c'est pas mal, mais je pense que ça pourrait être mieux, puisque 5, c'est genre le meilleur dans le monde, un truc comme ça. La battle suit, elle est présentée comme amovible, mais quand tu regardes la fiche de l'archétype, tu vois les caractéristiques à nu. C'est pas les caractéristiques à nu que tu vois, c'est bel et bien les caractéristiques avec la battle suit. Donc c'est quelque chose de très bizarre qui a été fait pour ça, mais c'est probablement pour pouvoir faire un prêt à imprimer, tout en sachant qu'il y a les archétypes et il y a aussi les différentes options où tu peux permuter des trucs qui ont déjà été présentés. Ils appellent ça des menus des fois chez Green Ronin. Analyser les menus, est-ce que on aura le temps? Je ne sais pas, puisqu'il y a beaucoup de personnages à voir. En tout cas, on va essayer de se focaliser. Ah oui, il faut vraiment zoomer pour vous, quoi. Je regarde le truc sur OBS. Je vais zoomer. Ouais, 150, c'est bien. Regardons ça. Ah, c'est parfait. Donc voilà, que le truc soit amovible, je pense que c'est une très bonne chose pour les armures, hein, parce que bon, une armure inamovible ne servirait à rien. Alors il y a protection, il y a impervious. En gros, ça veut dire que quand les dégâts sont dans la moyenne, enfin quand ils sont dans la moitié arrondie à l'inférieur des dégâts vis-à-vis de la protection globale, les dégâts sont annulés. Donc on est sur un fait où, par exemple, les armes à feu classiques, genre les armes de poing que pourraient avoir les policiers ou les trucs comme ça, ne fonctionnent pas sur lui, ce qui rend le personnage assez intéressant. On a un vol qui est modéré, et c'est tout à fait normal vu le coup en points. Je rappelle que les personnages sont à 150 points de pouvoir dépensé, c'est-à-dire l'équivalent du power level 10. En plus, c'est écrit là. Après, au niveau des communications, juste communication radio, bon, ça fait quand même un peu radin. Je pense qu'il y a vraiment moyen à ce qu'on mette un petit peu plus d'investissement là-dessus. On aurait pu le mettre en tout cas. Voilà. Et ça, c'est le Life Support System. C'est une immunité. Il existe des immunités spéciales où en fait, quand tu as l'armure, tu ne souffres pas du froid, de la faim, des chaleurs intenses. Voilà, c'est vraiment un support, c'est vraiment un support de vie. Et on est clairement dessus. Ensuite, comme par exemple, si on regarde le personnage a bel et bien de la fortitude ou des trucs comme ça, donc c'est pas un construct, c'est vraiment pour supporter le fait de ne pas avoir à manger ou d'être dans une situation de résistance, pas de résistance très très étendue, puisque c'est comme un personnage de base, et il y aurait des moyens de faire des trucs plus intéressants en matière de battle suit. Enfin, on verra ça après. À savoir que ce qu'ils appellent battle suit, ce sont vraiment les armures à la Iron Man
ce genre de choses-là qui a son propre fonctionnement dans la rubrique des véhicules. Mais par exemple, si on fait un méca, on ne pensera pas le méca de la même façon. Voilà. Ensuite, au niveau des senseurs, ben, on est plutôt bon. Hein, perception des éléments radio qui sont étendus. Avec une notion radar aussi. Ça veut dire que non seulement ils sentent les ondes radio, mais ils peuvent aussi détecter la source à une certaine, dans sa portée. Ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, vision nocturne. Il y a une évaluation des distances, au sens de la distance, de l'infravision. Donc voilà. Mutant Masterminds, qui est un jeu qui est très tordé sous le théâtre de l'esprit, quand même, au niveau de l'évaluation des distances, puisque, bon, un personnage qui se déplace vite, c'est difficile à suivre. On va être clair, c'est quand même une très bonne chose que ce soit présenté comme ça. Voilà. Après, sens du temps, ils perçoivent des trucs au niveau de l'écoute. Tout ça a été cumulé en un seul truc. Donc là, je vous enjoins à regarder les trucs qui sont liés au senseur dans le livre de base. Ça m'a l'air d'être très très bon. Ensuite, évidemment, force augmentée. Donc là aussi, on voit qu'il y a quelque chose. Ça, c'est comment les données sont présentées pour les caractéristiques. Mais on te dit très clairement que sa force augmentée de 12. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que le personnage sans son armure, il est à 0. Il est à 0 dans les caractéristiques. C'est pas écrit, c'est pas mentionné, mais après le premier livre, enfin la version de luxe, c'est quand même un premier jet comme livre de base. Donc c'est pas étonnant que ce ne soit pas dit. Ensuite, évidemment, les rayons de force, voilà, qui ont des trucs à distance. Donc comme c'est des rayons de force, c'est-à-dire des rayons qui ont une certaine physique, ce n'est pas comme le rayon répulseur de Iron Man avec des petits effets spéciaux. Mais en utilisant en tant que critique, on peut quand même essayer de faire en sorte que ça repousse quand même les gens plus qu'autre chose. Ça sera à voir avec le meneur de jeu. Ensuite, il a d'autres trucs qui viennent booster ses défenses cette fois-ci, augmenter la défense, augmenter les caractéristiques. Il y a un ordinateur de combat qui vient faire des augmentations de stats. Alors, par rapport à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est difficile pour un personnage, je crois que c'est expliqué dans les règles, que les caractéristiques ou les défenses soient supérieures à son niveau. Est-ce qu'il y a moyen de cheat code avec des tas de petits feats cumulés, puisque ce sont clairement des bouquets sous forme de feats cumulés. Est-ce que ça vient repousser les limites? Moi, je ferai toujours en sorte que avec les pouvoirs et sans pouvoir, on ne puisse pas dépasser cette limite. Mais c'est tout à fait possible qu'on le puisse, et ça ne témoignera juste que le personnage, il n'a jamais qu'une seule armure. Moi, j'avais un joueur qui voulait designer plusieurs armures, et du coup, il fallait vraiment faire un tour de force pour pouvoir le faire. On va d'ailleurs noter ça, je vais essayer de vous... on va essayer de vous mettre ça, je vais essayer de caser ça en quelque part. Donc, gérer les nombreuses invocations / battlesuits. Voilà. D'autant plus que je vais probablement le faire après une petite vidéo bien spéciale. Et voilà. Après, on a les avantages. Outils improvisés, accurate attack, inventeur. Inventeur, ça permet de faire des devices qui sont technologiques mais qui sont temporaires. Ça ne veut pas dire que gens ils deviennent inertes, comme par exemple un alchimiste système des vins. Ça veut juste dire que vous ne pouvez pas le garder dans votre inventaire. Voilà. L'issue se finit, ou l'arc narratif se finit, vous vous en débarrassez. Voilà. Après, s'il y a une espèce de cliffhanger putain, c'est qui amène à une scène, s'il y a un écart de temps qui est trop long, il faudrait le changer. C'est ce genre de choses qui laisse à l'interprétation. En tout cas, c'est dit. Ensuite, on parle il te demande de choisir l'ingénierie ou la science. C'est bien d'avoir laissé optionnel, mais en vrai, ça serait l'ingénierie qui serait prise en compte, puisque je pense que s'il faut gérer une machine, l'ingénierie serait beaucoup mieux pour pouvoir faire les tests, puisque l'expertise,
c'est à la fois le savoir, mais aussi l'exécution. Voilà. Après, il y a évidemment perspicacité, perception, persuasion, technologie. Ouais, là, on sent que on sent le côté garde-fou d'avoir comblé le personnage sur certains trucs. Après, la perspicacité, je pense que, comment dire ça? La perspicacité, c'est un truc qui est très commun dans les systèmes D20. Le but, c'est surtout de faire en sorte que le personnage, puisse entrevoir les réactions de certaines bios, de certaines personnes. Et on le rappelle, la perspicacité, c'est pas de la télépathie. Voilà, donc il a une initiative de +1 parce que son agilité est à 1. Voilà. Et puis vous avez les différents trucs offensifs qui sont notés, comme ça vous n'avez pas à les voir. En fait, il y a les données qui sont montrées, et il ne faut pas cumuler les données là sur les éléments qui sont en dessous. Ils sont déjà comptabilisés dans les explications. Donc après, si on fait un tour sur les défenses, une Toughness à 12, c'est beaucoup, puisque normalement, rappelez-vous, quand vous subissez des dégâts, vous subissez 15 plus, etc., etc. Se rapprocher du 15, c'est pas si mal, hein, c'est pas mal du tout. Donc nous avons dans l'ensemble un personnage qui est plutôt pas mal en matière d'archétype. C'est un bon archétype pour pouvoir débuter, même à nu, c'est-à-dire même sans prendre en compte les considérations des options qui sont dans les différents menus en bas. On a un très très bon archétype. Je vais quand même accélérer pour les prochains trucs. On a un construct. Donc le construct, comme on s'en doute, la stamina, il y a une immunité, et la volonté, il en a parce que c'est une créature sentiente. Voilà. C'est les seules exceptions dans lesquelles un construct peut avoir de la volonté. Donc beaucoup de force, beaucoup de combat, de l'intellect aussi. On s'approche un petit peu, on s'est pas trop éloigné de la battlefield. Il a la protection, il a l'impervious aussi, ce qui est plutôt bien. Il a l'immunité aux éléments de fortitude. Alors l'immunité, elle est quand même pas mal. Moi, ce que je trouve dommage dans tout ça, avec tous les personnages qui sont présentés là, c'est qu'ils auraient pu proposer des complications, mais de toutes les façons, les complications sont obligatoires quand vous faites un personnage. Sinon, vous avez juste un personnage, j'aime pas cette expression, mais sans peur, sans reproche, sans défaut. Ensuite, ce qui est bien, c'est que dans les données de base, on te propose déjà de choisir des éléments. Donc choisir un des trucs suivants. On te dit choisis un de ces éléments. Donc je crois que c'est les différents trucs. Alors, quand ils te disent un construct, ils t'illustrent un construct. Mais c'est l'archétype construct qu'il faut regarder. C'est-à-dire que tu pas ce personnage-là que tu joues. Si tu joues ce personnage-là, c'est que c'est un soldat. Après, si c'est un revenant, ça peut être aussi un soldat revenant ou un élémental, mais on voit que son design témoigne en fait d'une inclinaison en particulier, mais ce n'est pas ce que tu joues spécifiquement. Là, c'est vraiment pour dire, un construct, c'est quelque chose qui a un gros bloc, et on le fait. Et puis, on te dit range damage, donc dégâts à distance. C'est construit en tant qu'arme, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, en option, les trucs élémentaires, le contrôle élémentaire, ça peut être très très intéressant. Je vous conseille quand même d'avoir le livre Power Profile pour pouvoir voir les différents pouvoirs élémentaires. Sinon, revenant, il y a l'immortalité, il y a la régénération. La régénération, je crois que ça fonctionne selon une fourchette de rounds qui se découle, si je ne me trompe pas. Tu récupères des degrés d'échec. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite,
il y a un construct qui peut, comment dire ça, qui peut se mettre en mode spectre, c'est-à-dire il peut faire comme Martial Manhunter, ou il peut traverser des trucs. Ça peut être sympa aussi. Mémoire eidétique, très bonne chose d'avoir mis ça pour un personnage, un construct qui est conscient. Investigation qui a plus 7. Ouais. C'est un peu... En fait, par défaut, les caractéristiques peuvent mener à des scores impairs. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des investissements dans les caractéristiques qui ont été faites. Perception 5, persuasion. Donc on a quand même un personnage qui est très centré sur une thématique bien précise, ou des thématiques bien précises. Et ça sera à vous de voir qu'est-ce que vous gérez là-dessus. Après, il y a un avantage sur les attaques à distance. Ça serait peut-être bien de voir de quoi il s'agit. Range attack. Alors, c'est où? Ah, plus 1 au bonus au rang d'attaque par... Ok, d'accord. Bien, ben, en fait, le truc, c'est que si c'est une arme qui est construite dans le personnage, on peut très bien utiliser les compétences pour l'investir en compétences et avoir beaucoup plus de points dépendants pour faire des attaques. Voilà, je dis ça, je dis rien. Non, j'ai clairement dit quelque chose de déterminant. Bref. Alors, ensuite, niveau offensif, ou avec les différents types de dégâts. Et ensuite, au niveau de la toughness, 11. Alors, c'est très bizarre que, par exemple, la Battlesuit ait un truc aussi haut et que lui, ils ont fait un truc aussi bas. Mais je crois que quand tu fais quelque chose de thématique, tu es obligé d'investir quand même un certain nombre de points là-dedans. Et je pense que c'est pour ça que ça a été fait. Il n'y a pas vraiment d'erreur là-dedans. Et voilà. Ensuite, le combattant du crime. Combat 12, ça veut dire qu'il va toucher très souvent au niveau des actions. Agilité, dextérité 6, c'est plutôt logique. Le reste est plutôt bien investi. Je rappelle que les caractéristiques, c'est comme les systèmes des 20. Ça veut dire que, en fait, ils ont décidé de virer la caractéristique et de prendre le modificateur. Donc, imaginez que vous êtes dans un système des 20, si vous connaissez le système des 20, et vous mettez le modificateur. 3-4, c'est bien. 3-4, c'est très très bien. Ensuite, il a un comlink, donc un truc de communication, un costume, 2 de protection. 2 de protection, c'est pas beaucoup. Mais je pense que, vu que c'est un personnage qui a des options différentes, et qu'en plus de ça, il va être un jack of all trades, ça je suis sûr de ça, ça me surprend pas. Ensuite, il y a le grappin, il y a les bouquets qui sont liés à une ceinture, qui sont expliqués dans Gadget and Gear comment on les fait. Donc, il a des flashbangs, des fumigènes, des gaz endormants. Et ce qui est bien, c'est que le gaz endormant, il ne met pas automatiquement l'effet endormi. Donc, c'est pas un truc lâche. Puisque, bon, quand les gens voudraient faire un sort de sommeil ou une capacité de sommeil, ils voudraient directement faire l'effet sommeil. Quand ton personnage subit l'effet sommeil, le nombre de conditions cumulées est très élevé. Là, on n'est pas dans un monde de fantasy, de Donjons et Dragons, oui aussi, surtout, on n'est pas dans une construction d'aventure où en fait le personnage a une capacité qui fait un sésame à énormément de choses. Donc j'aime bien comment c'est un système d'accumulation de conditions qui mène à cette situation. Ensuite, il a une caractéristique qui est lancée sur la force et qui est lancée et qui a une portée spécifique. Voilà. Je pense que comme si on fait le calcul, la portée est de 4. Je pense que comme il a une force de 3 et que c'est un gadget de lancer, c'est ça qui a fait que le truc est
fasse ça comme ça. Alors pourquoi il y a un point? C'est parce qu'il y a des avantages qui s'appellent équipement et qui te donnent des points d'équipement. Et tu peux investir certains effets dans les battles, dans la battlefield, tout en sachant que il y a des éléments qui peuvent être investis. Par exemple, là, le flashbang étant très puissant, il coûte 12 points, mais les autres éléments coûtent 1 point parce que il y a des points qui ont été investis dans le costume, dans la fonction du flashbang plus précisément, et ensuite ils ont décidé d'utiliser les points d'équipement. D'ailleurs, me semble-t-il que les différentes grenades sont présentes dans Gadget & Gear. Allez faire un tour là-dessus si vous pouvez. Après, c'est vrai que si c'est surtout pour montrer aux gens qui ne connaissent pas M&M. Alors, options, donc il y a gimmick, remplacer un avantage d'équipement et optionnel avec 10 points réajustables de Power Device. Ensuite, on lâche le comme link et l'équipement pour ajouter un tonfa ou une arme similaire. Ouais. Et enlever les avantages avec un véhicule pour gagner 20 points d'équipement. Ouais. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Après c'est vrai que c'est un archétype qui est déjà plutôt flou, puisqu'il y a vraiment des gros archétypes. Avantages, défensive, uncanny dodge. Ensuite, on te dit choisis 4 parmi la liste. Attends, il n'y a pas équipement? Bizarre. Comment ils ont fait leur truc? Attendez, je regarde un truc. C'est peut-être moi qui vois mal. Je dézoome. Voilà, par exemple là, on voit la quantité d'éléments cumulés. Ah d'accord, donc c'est vraiment un truc personnalisé. Puisque même la grenade endormante n'est pas la même. Ouais. Je trouve ça bizarre, je trouve ça quand même bizarre que... Ah, ça doit être ça. C'est la portée de la zone qui est élevée. Puisque 3, ça correspond à... On va voir ça. Et 3, ça correspond à... 2 mètres cubes. Ouais. Ouais. Ouais, c'est parce que c'est pour toucher une plus large zone. Ensuite, il y a les compétences. Ou comme là, c'est un Jack of all trades, il y a énormément de compétences, même sans prendre l'option Jack of all trades. Ses armes, c'est le boomerang et le combat à main nue. Ouais, je pense que le combattant du crime, il lui manque une arme spécifique. Alors ils disent de remplacer le truc en tant que sentinelle pour lui donner un tonfa. Mais le combattant du crime aurait pu avoir une meilleure sélection là-dessus. Non. S'il faut parler de trucs, le seul truc qui sauve les choses là, c'est qu'il a une bonne parade, une bonne esquive. C'est très compliqué. C'est très compliqué, je trouve. Le combattant du crime aurait pu avoir moins d'éléments et plus de choses à faire. Par exemple, regardez, il y a quand même 84 points investis dans rien que dans les caractéristiques. C'est beaucoup trop. Ensuite, le contrôleur, c'est ceux qui sont capables de contrôler des énergies. Alors, malgré les stats qui sont là, comme je sais que les énergies, c'est quand même basé sur les pouvoirs, on va pas regarder les caractéristiques de trop près. Voilà. Ça va, c'est très bien ça. Ensuite, il y a l'aura qui permet de blesser. Donc voilà, ce qui va susciter des réactions. Il y a le contrôle de l'énergie. Et on te dit de choisir des effets alternatifs. 3 différents. Je trouve que c'est pas mal. Puisque, en fait, comme il y a beaucoup de points qui a été investi, puisque c'est une action à distance,
il a mis l'option Alternate Effect, qui est un modificateur qu'on trouve dans les pouvoirs. On te dit d'en choisir 3. Par exemple, imaginons que tu contrôles le feu. Est-ce que tu vas faire en sorte que tu vas envoyer des rayons d'énergie qui en fait touchent l'aura de la personne et créent de la suffocation, c'est des effets présentés comme ça, ou un effet thermique avec des dégâts sur la durée tant qu'il n'a pas récupéré de la condition. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Ensuite, il y a l'immunité à l'énergie contrôlée. Ça, je pense que c'est très bien. Et comme c'est très spécifique, l'immunité ne coûte que 5 points. Mais quand c'est beaucoup plus étendu, là, c'est sur 10 points. Voilà. Mais par contre, il peut y avoir des gens qui font un petit peu des cheat codes en disant oui, mais je contrôle une énergie thermique. Et puis, il va dire ouais, mais comme moi je contrôle une énergie thermique, est-ce que je peux avoir une résistance au feu? Ça sera au meneur de jeu de gérer ce genre de choses-là. On va pas partir dans un marché aux poissons. Vol 7, très très bien, 14 points investis. Protection 10, avec Impervus évidemment, qui fait que les dégâts de 5 ou inférieurs ne lui font rien. Donc on voit encore le côté super qui est présent chez le personnage. Ensuite, le changement transforme costume en tant qu'une action gratuite. Ça veut dire c'est le genre de personnage qui a son apparence, son costume, et puis bim, soudainement elle change. Ça, c'est un truc qui fait plaisir. Ensuite, il te parle des options. La principale option pour l'énergie contrôlée, c'est le type d'énergie que le personnage porte. Vois énergie contrôlée dans la catégorie pouvoir pour voir certains exemples. Très bien. Accurate attack, all out attack, power attack, précise attack. Donc là, on a pris le carré des avantages en matière de combat. Je parlais des artistes martiaux dans la dernière vidéo, mais là, on est très bien aussi là-dessus. Et on a aussi Taunt, qui est plutôt sympa. Ensuite, acrobatie, oui, très très bon pour pouvoir, si le personnage est capable de voler, de pouvoir se redresser, c'est très très bien. Ensuite, déception, ça peut être très utile quand le personnage est dans le civil, donc je pense que c'est très très bien. On se retrouve encore avec perspicacité à un niveau plus 6. Après, c'est pas un personnage qui est tourné vers la perspicacité, c'est du damage dealer très très bon. Ensuite, la perception, la persuasion, l'attaque à distance. Ouais, donc là, en fait, elle a investi des points pour les projections. Et ça change du Crime Fighter qui a mis, par exemple, un point d'avantage dans Range Attack. Après, l'avantage de mettre, par exemple, Range Attack dans les avantages, c'est aussi parfois d'excéder le niveau maximum possible. C'est surtout pour ça, en fait. Parce que le but de l'avantage, c'est d'avoir des prédispositions qu'on n'est pas censé avoir en temps normal. Voilà. Tout ceci étant dit, on va faire un dernier tour sur les stats. Ouais, c'est plutôt bien. La parade à 4, ça se tient, puisque c'est vrai que dans les archétypes de super-héros, ceux qui contrôlent les énergies sont pas connus pour avoir une bonne résilience, mais l'aura sauve le truc. Ça veut dire que si quelqu'un vient au corps à corps, bim, il subit déjà la réaction. Et est-ce que sur une réaction, tu peux prendre plusieurs effets cumulés? Oui. Alors, en regardant l'aura est seulement de dommage 3, mais il y a moyen d'investir des points de héros pour booster l'effet de l'aura, par exemple, ou mettre des effets alternatifs plutôt sympas. Par exemple, je vois bien un effet alternatif. On est dans une situation, vous avez l'aura d'énergie sur vous, le personnage va venir vers vous, il va tenter de vous attaquer, et vous allez faire le test. Enfin, l'ennemi va faire le test. Il va être blessé, étant donné qu'il va être touché par l'aura quoi qu'il en soit, puisque ça sera une réaction au fait que lui se soit rapproché trop près. Ce qui va se passer,
c'est que s'il prend plusieurs degrés d'échec, ou vraiment il se rate, rien ne peut ne demande, rien n'empêche au héros de dire, et en fait je veux un effet alternatif où son équipement prend feu sur lui, et que c'est considéré comme une, c'est considéré comme une condition enflammée. Il n'existe pas cette condition-là, le fait de brûler, et ensuite de gérer ça. Moi je me suis inspiré de Pokémon. Quand je jouais à Pokémon, c'est un truc pour l'effet brûlure. J'avais vraiment envie de retranscrire l'effet brûlure, pas avec les baisses de stats, mais le fait que le personnage y brûle, il faut que mécaniquement ça ait du sens. Donc par exemple, en fait, le personnage y brûle. Ce qui va se passer, c'est qu'il va faire un test de dégâts, mais il n'aura pas le plus 15. Enfin, il n'aura pas le 15 de difficulté. Par contre, il pourrait avoir les dommages qui sont associés à l'énergie plus la caractéristique du personnage, et en plus s'il a une vulnérabilité, etc., etc. Et puis en fait, pour annuler la condition, il faudrait par exemple qu'il essaie d'éteindre le feu sur lui avec ce qu'il a, avec les moyens du bord. Et par exemple, un personnage que je considère dans les petites règles de meneur de jeu de Milton et Mastermind que j'ai, un gars qui se roulerait par terre pour éteindre les flammes, bah, c'est quelqu'un qui, en tant que sbire, renoncerait à son tour, en tant que personnage entier. Il a utilisé une action, il a utilisé une action, il a utilisé une action pour se rouler par terre. Ça sera considéré comme une action standard. Et à ce moment-là, s'il n'arrive pas à enlever les flammes sur lui, ben, ça peut persister et les dégâts peuvent s'accumuler. Ça permet de faire du damage, du bon damage, et surtout pas de manière, on va dire, pas de manière illégitime. C'est-à-dire que si tu mets un effet de brûlure et puis tu mets le plus caisse à chaque fois, c'est cheaté. Donc faut pas le mettre. Voilà. Petite astuce, on va passer à la prochaine page, le gadgetier. On va passer sur design, mais par contre, ça c'est très logique. 10 en intellect, là on est clairement dans quelque chose de bien. Combat 4, Awareness 5. Plutôt pas mal. Alors l'awareness, c'est la conscience, c'est l'équivalent de la sagesse dans les simili-systèmes des 20. Puisque en fait, la sagesse dans Donjons et Dragons, c'est plus ou moins l'intelligence de base, dans la manière dont c'est présenté. Et en fait, la sagesse présentée dans les univers simili-systèmes des 20, c'est plus une conscience, en fait. La conscience des choses. C'est de la sagesse. Enfin bref. Blaster, un très très bon blaster. Alors on te dit blaster facilement enlevable. Donc ça veut dire que le personnage, il a l'action là-dessus, mais facilement enlevable. Ça veut dire qu'il a prétendu à une déduction de points. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le personnage peut perdre son arme assez facilement, mais en échange, il fait énormément de dégâts et il a un effet alternatif. On voit que c'est en dessous. Il a un effet alternatif puisque c'est un blaster. Voilà. Très très intelligemment fait. Évidemment, c'est des créatures, il fallait s'y attendre. S'il n'y a pas forcément tout ce qui est bien. Ensuite, encore une fois, Impervious, j'ai l'impression que Impervious, c'est quasi considéré comme de base mis dans le truc. Évidemment, il a un costume précis, sustain. Je crois que c'est pour pouvoir soutenir les besoins primaires aussi. Voilà. Ensuite, jetpack. Alors, son jetpack est très faible, mais je pense qu'ils ont voulu faire un personnage un peu geek, donc ils n'ont pas voulu lui mettre une vitesse de vol trop forte non plus. Ça, c'est un personnage de soutien, ça. Il fait beaucoup de dommages, mais c'est un personnage de soutien. Ensuite, il a chance du débutant. Chance du débutant, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, je ne me rappelle plus. Ah, chance du débutant. Dépenser un point de héros pour gagner 5 rangs dans un skill. Ça m'a l'air d'être
très très bien tout ça. Mémoire idétique, improve initiative, très très bien ça. Outils améliorés aussi. Inspiré à 2. Inventeur. Donc déjà inspiré à 2, ça montrait déjà que c'était un personnage de soutien. Inventeur, chanceux. Attaque à distance, il a une petite maîtrise, il a un petit bonus là-dessus. Ça, je comprends pas pourquoi ils ont mis. Ah, peut-être pour combler certains trucs. Mais attaque à distance, je comprends pas pourquoi ils l'utilisent dans les avantages. Et puis ensuite, il y a la compétence de technologie, bref. La technologie, c'est tellement large que du coup, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Expertise, ingénierie, science, perspicacité plus 10, voilà, là on commence à parler. Investigation, perception. Voilà, on a un personnage de soutien qui est très très bon. Si vous jouez un personnage qui a des super pouvoirs mais vous voulez un acolyte, un sidekick qui se base sur les technologies pour pouvoir vous aider, un peu à la manière du pote de Static Shock, s'inspirer du Gadgety, oui c'est le Gadgety il s'appelle. Ouais c'est ça, je ne peux que vous enjoindre à le faire, hein. C'est très très bon. Il s'est mis 4 points d'initiative grâce à Improve Initiative. Il a une bonne dureté pour quelqu'un de soutien, il a une très bonne volonté aussi. Les autres défenses sont plutôt respectables. C'est un excellent personnage de soutien. Même si j'aime pas son design là, l'archétype il est cool. L'archétype il est très cool. L'artiste martial, j'ai vraiment du mal avec les designs. Hein, donc vous allez m'entendre souffler longtemps. Alors, on est sur du très bon, du très très bon. Une grosse concentration sur les avantages, ce qui vient confirmer ce que je vous disais. Un artiste martial se doit de se focaliser sur les avantages, on le voit, il n'y a que ça. Ensuite, il y a Defensive Role. Pourquoi il y a 4 ans dans Defensive Role? Attendez, on regarde ça ensemble. Ah voilà, plus 1 de défense active à la dureté. Ah oui, c'est pour renforcer la dureté. Parce que moi j'utilise tellement pas ça parce que j'ai modifié les règles par rapport aux défenses. Du coup, ce truc-là, je ne l'avais pas vu. Mais c'est pour augmenter la dureté et ça permet de se repousser les limites de la dureté. C'est vrai que sa stamina est à 3. C'est aussi pour compenser ça. Acrobatie, athlétisme, combat sans armes, philosophie, perspicacité à 13, ouais ça c'est bien. Ouais, on a un très bon personnage là. Ensuite, combat, il a rapproché les critiques sur du 19 ou sur du 20 en combat à main nue. Il a 4 de dommages. Un armée de plus 16, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus 16 à son action. Ce qui veut dire que le gars a déjà bien fiabilisé ses coups, puisque ça prend en compte sa caractéristique de combat, plus le plus 3 qu'il a mis. C'est un très très bon damage dealer de corps à corps. Et les capacités qu'il aurait dans des situations sociales sont très solides, je trouve. Et ça peut être un très bon personnage aussi de soutien moral autour de l'équipe. Donc, ouais, très clairement, c'est très bien. Ensuite, faut pas oublier que parade et esquive, c'est comme la classe d'armure, c'est 10 plus quelque chose. Ce qui veut dire qu'ils ont esquivé parade, il a esquivé parade à 23. Impeccable, impeccable. Fortitude aussi, c'est plus ou moins le même délire. Donc là, on a un très très bon personnage, résilient. Par contre, quand il prend des coups, ah ben, il peut déguster. Il peut déguster. Donc, artiste martial, c'est validé, c'est très bon.
Le mimique, un des designs que j'ai beaucoup adoré dans le livre. J'ai pas de problème avec l'artiste en lui-même et avec son style, c'est vraiment comment il représente les trucs de manière disparate qui me gêne. Mimique, le combat, la présence. Pourquoi la présence, je sais pas. Mais c'était sûrement pour combler le niveau. Il a variable, il peut dupliquer certains éléments. Il a des modifications comme continu, donc il peut changer, il peut prendre des formes, il peut les maintenir sans aucun problème. Il peut se limiter à un sujet. Et il a une excellente... il a une excellente esquive. Voilà. En gros, c'est sa fluidité générale par rapport à comment il investit les trucs. Évidemment, il a du prix. Il a une expertise qu'il pourra choisir. Il a une perspicacité, il a de la perception. Donc c'est selon ce qu'il a copié, ce qui fait que le personnage, il faut au préalable avoir lu le livre de règles pour savoir qu'est-ce qu'il va tenter d'imiter. Voilà. En gros, faut le voir. Comment il s'appelle ce mecha là d'ici? Amazo, c'est ça? Où il copie les capacités. Il est restreint à certaines choses. Et je comprends pas, c'est résistible donc. Hein. Ça doit être dans les effets alternatifs. Attendez. Ah voilà. Ré. Attends, j'ai peut-être fait un lapsus là. L'effet peut être enlevé comme... Non, ça doit être réversible et c'est moi qui ai eu le résistible. Je sais pas pourquoi j'ai le résistible. Mais... Ah non, c'est bien écrit résistible. Alors là, je comprends pas. Bon, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux. Attendez. Et voilà. Je comprends pas d'où ça vient, le truc. Ok. Je vois pas d'où ça vient. Mais dans ce cas, quand on sait pas d'où ça vient... Quand on sait pas d'où ça vient, on va voir un petit peu comment... À qui, à quoi on peut résister. Ah, d'accord. Donc, vu qu'il y a une esquive... Ah, je crois avoir compris. En gros, c'est selon la capacité qu'il a copié. S'il a copié un truc, et ben sa capacité... en fait, la capacité qu'il a copiée lui donne une habilité à esquiver cette dite capacité. Mais je comprends pas pourquoi c'est limité à distance ou en zone. Parce que l'esquive, c'est pour les attaques à distance et les attaques en zone. Ok. Donc très bon design, mais peut-être un peu compliqué à jouer pour les personnes. C'est des investissements qui sont mis à certains endroits qui sont difficiles à gérer. Le magicien. Le mystique plutôt.
Donc il a plusieurs éléments, voilà, projection astrale. Alors ils disent subtil, mais en vrai, pour peu que tu tombes sur des sbires intelligents ou des sbires qui sont furtifs, je pense qu'ils sont capables de savoir quand quelqu'un fait une projection astrale et le gars peut être sans défense. Donc, que ce soit en combat ou hors combat, il faut faire très très attention à utiliser ça. Ensuite, il y a la magie, enfin il y a la lévitation qui est un vol normal. Ensuite, il y a le bouclier mystique. Donc apparemment, c'est plutôt pas mal, hein, une bonne protection, ça, 6 maintenu. Donc là, c'est maintenir la capacité. Donc il faut l'activer avant. Ce qui fait coûter une action, ce qui est logique. Hein. Licence mystique, là aussi. Awareness plus radius. Ah, ok, d'accord. Donc c'est rattaché à sa conscience, c'est son score de conscience qui va déterminer euh, la perception de la magie sur une zone. Attends, 6, ça correspond à combien? Sur 500 mètres. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, il a le Mystic Blast. Il a même pas magie telle que présentée en tant que pouvoir. On te dit choisir les effets alternatifs du Mystic Blast. Ouais, ma foi, pourquoi pas. Regardez le pouvoir profile pour voir des trucs intéressants. Il y en a plein pour pouvoir trouver des effets alternatifs. Ensuite, sans peur. Attaque à distance. Ritualiste. Trans. Trans. Voilà. Ah, ok. C'est un truc qui fait cesser les fonctions vitales. Ok, ok, ok. Hmm, je vois pas en quoi ça peut être utile. C'était utile dans un archétype de base, mais pourquoi pas. Ensuite, expertise, magie, perspicacité, intimidation, perception, slate of N, escabotage. Ma foi, pourquoi pas. Donc ouais, pour un magicien, je le trouve trop offensif. Je vais vous montrer un truc. M. M. Mind Control. Non. Mimic. Metal Blast. Magic. Voilà. Alors je vais dire ça, désolé si mon anglais est pas terrible. Vous êtes un ensorceleur, une sorcière ou un magicien, vous êtes capable de lancer une variété de sorts magiques. Votre sort par défaut, enfin votre sort par défaut peut être, j'oublie c'est quoi le terme Eldritch. Eldritch ça correspond à quoi? En gros c'est une force chaotique, je crois, un truc comme ça. Capable de figer des dégâts à distance. Voire blast. Voilà. Donc ça veut dire que quand t'as magie, tu peux déjà balancer des projectiles magiques. Il n'y a pas de souci. Cependant, comme le pouvoir de contrôle d'énergie, la magie donne un large choix d'effets alternatifs, avec qui est séparé de ce que vous avez maîtrisé. Les possibilités sont virtuellement sans limite, avec reliées par mais avec les descripteurs uniquement au travers des liens des descripteurs de votre héros ou encore de l'approbation du meneur de jeu. Donc voilà, c'est même pas recommandé d'utiliser, de mettre la magie sans limite sur les différents concepts là-dessus. Ensuite, vous avez des exemples comme Magic Binding, dissiper les pouvoirs magiques, invoquer des nuages de brume.
percevoir à de longues distances, ensuite glisser entre les dimensions et apparaître ailleurs. Toutes les magies ont l'effet magie en tant que descripteur, peu importe en dehors de ce que disent les autres descripteurs. Donc un blast de flamme conjuré avec de la magie a les traits magie et feu comme descripteur par exemple. Ça c'est bien de le signaler. Parce que imaginez qu'il y a un gars qui est résistant au feu et pas à la magie. Normalement les effets sont censés s'annuler. Voilà. Donc on t'explique que les magiciens peuvent avoir une complication de perte de pouvoir s'ils sont capables de parler, de réciter le truc ou de faire de la gestuelle pour lancer leur sort, ils ne peuvent pas utiliser la magie. Certains styles de magie peuvent imposer d'autres complications de limite. Voilà. Tout ceci ayant été dit, pour un magicien, il n'est pas assez polyvalent, je trouve. Hein. Le parangon, le pseudo Superman, la force stamina très élevée, combat très élevé, donc on a des stats très élevés. Ensuite, il y a la capacité de vol, il a l'invulnérabilité, il a pas mal d'immunité, il a de l'impervious à un niveau raisonnable, hein, voilà. Après il est power level 10, donc faut pas être surpris. Ensuite il a la super vitesse, la super force. Et ça c'est bien, c'est que comme le personnage est au niveau 10, il ne pouvait pas mettre augmenter force au-delà du niveau 10, donc ils lui ont mis plus 2, et ils disent cette force-là c'est sa force de levage, plutôt que sa force de combat. C'est bien d'avoir fait ça comme ça. C'est un bon moyen pour vraiment mettre en valeur la capacité du personnage à soulever. Bref. Power Attack. Power Attack, c'est sacrifier sa précision pour pouvoir augmenter ses dommages en conséquence. Ça veut dire que le mec peut sacrifier jusqu'à plus 5 de sa précision au toucher pour augmenter plus 5 au dommage. Et plus 5 de dommage, je crois qu'on est sur une arme à feu. Faudrait vérifier, mais je crois qu'on est clairement sur une arme à feu. Attendez. Gadget Gates. Voilà. Firearms. Ouais, on est même en dessous des pistoles. Hein. Ah ouais, ça résiste à la majorité des armes à feu. Ok. Donc on est plutôt bon là. On est plutôt bon. Ensuite, choisir une expertise. Ouais. Ensuite, perspicacité, perception, persuasion. Ranger, throwing. Ouais, c'est-à-dire que tu ramasses des rochers ou des trucs, tu peux soulever des voitures, tu mets le poids de la voiture, par exemple le rang qui correspond au poids de la voiture, tu balances la voiture, tu fais les dégâts qui sont équivalents au rang. Et là, il a un bonus pour pouvoir mieux viser. Voilà, pas de vision thermique, pas de souffle glacé. C'est une bonne base. Si vous voulez jouer par exemple au niveau 15, commencez par le parangon et puis le combler avec des trucs, ça peut être très sympa. C'est un personnage solide comme un roc. Après, bon, il a une parade et une esquive de 8, ce qui est raisonnable. Mais le fait qu'il ait 12 de dureté, 12 de fortitude, c'est très bien. Voilà. Le Powerhouse, là on est encore sur un très beau modèle. Il y a un Powerhouse du côté des vilains, qui s'appelle Anvil, je crois. Ça peut être c'est une très bonne alternative aussi. Donc là, force, stamina, combat très élevé. Il peut faire des ondes de choc. Et le truc, c'est que c'est en zone. Ensuite, c'est écrit limité. Le Powerhouse et ses cibles doivent être en contact avec le sol. Donc ça, c'est le truc que Hulk peut faire bien la chose. Un truc très classique. Grand Strike, voilà.
Donc là, c'est en gros frapper le sol et bouleverser les équilibres. Avec ma règle des économies de 3 actions, ça rend le personnage très très fort. Mais si tu fais ça et ensuite tu agis, tu devras engage au minimum pour pouvoir faire ça, à moins qu'il ait augmenté, lancé, comme, comme le parangon précédemment. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi que l'économie de 3 actions, il est plutôt bien. Il peut sauter avec un score de 10, ce qui veut dire qu'il peut faire un saut de 8 km au maximum. Voilà. Je rappelle quand même que au niveau des mouvements, c'est en fait, vous bougez dans votre limite possible, mais ça coûte une action de mouvement. Voilà. Je vais revenir pour continuer l'analyse dans un petit instant. Bien, alors poursuivons. Donc, qu'est-ce qu'on regardait déjà? Alors, l'endurance, c'est ça. Il y avait le saut, il y avait l'endurance. L'endurance augmenter l'immunité au froid, à la chaleur, à la fatigue, à la pression. C'est quand même pas mal. Surtout par exemple dans le cas du powerhouse, l'immunité à la pression, ça peut être intéressant pour comment ça s'appelle déjà? Pour par exemple dans les cadres où vous avez des arcs narratifs sous-marins par exemple, et la fatigue. Alors l'immunité à la fatigue, c'est toujours une question compliquée parce que un moyen de faire bénéficier des joueurs d'une action supplémentaire, c'est les extraits efforts. Et quand il y a des personnages qui sont fatigués, ben, doit-on systématiquement autoriser des extraits efforts? Je ne pense pas. J'ai toujours eu l'impression que les extraits efforts, c'est un truc supplémentaire qui est demandé de la part du personnage. Mais si le personnage ne fatigue pas, il n'a aucune raison d'en avoir. Voilà. Donc non, je vois pas pourquoi ça serait intéressant, mais en tout cas ne pas bénéficier des extraits efforts, ben ça fait que le personnage il a des actions de zone qui donnent des conditions, des actions de contact qui sont balèzes. Ah, il a quand même la capacité de lancer des trucs à la gueule des gens, donc ça c'est plutôt sympa. Surtout pour faire pas mal de dommages au total, avec un bon bonus de score pour pouvoir rentrer. Ouais, ne pas avoir d'extra form, ça peut ne pas être dérangeant. Mais par contre, encore une fois, s'il y a une règle game changer que j'ai mise, c'est l'économie de 3 actions. Je ne peux que vous enjoindre à le faire si vous avez un doute. Avantage All Out Power Attack Ultimate Effort. Ultimate Effort. Regardez ça ensemble. Avantage. Ultimate Effort. Ça va être dans les trucs en dessous. Voilà. Dépenser un point de héros pour avoir un 20 effectif sur un jet spécifique. Un 20 effectif, quoi? Un 20, c'est considéré comme un 20 naturel ou un 20 normal? Attendez. Ultimate Effort, voilà. Vous pouvez dépenser un point sur un jet en particulier et traiter comme si c'était un 20. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de lancer le dé du tout. Vous avez juste à appliquer 20 à votre modificateur. Ok, ce n'est pas un 20 naturel. Mais il est traité comme un 20 sur tous les autres aspects. Vous devez choisir un test particulier sur l'avantage qui s'applique. Quand vous allez l'obtenir et le meneur de jeu peut l'approuver. Vous pouvez appliquer l'Ultimate Effort plusieurs fois. Et à chaque fois, ça s'applique à un différent test. Donc c'est un truc qui est restreint quand même. Attends, mais ils l'ont assigné du coup? Ah oui, il y a encore des trucs, hein. Donc attends, Ultimate Effort. Ah, son Ultimate Effort, c'est sur les tests de dureté, ouais. Donc
très très bon tank. Puisque en gros, il peut considérer qu'il a fait 20. Ça permet de sécuriser des jets. euh, et c'est 20 plus le modificateur. Donc imaginons, on a les résultats là. Imaginons, il a 14. Oui, voilà, il a 14 là. Ça veut dire que normalement, c'est la protection, tout ça qui affecte la dureté. Donc tout ça est déjà comptabilisé. Il est à 14. S'il prend un 20 naturel, ça fait un total de 34. C'est fort. C'est très très fort. Même si c'est une fois par scène, ça veut dire que tu peux décider de tanker ça, de tanker un gros coup. Et de manière méta, ça permet aussi de se dire cet adversaire-là, il était balèze. Il faut faire très très attention à lui. Donc lui, il va être au devant du combat. Ça, c'est sûr. Après, bon, il y a les compétences, combat à main nue. Il a la perception. Donc il a des trucs assez basiques. Mais avoir mis lancer plus combat sans armes avec des dommages de 12, c'est quand même vraiment bien. Donc personnage impeccable aussi pour commencer. Là c'est le personnage le psychique. Donc avec des scores qui m'ont l'air logiques. Après c'est bizarre de voir un personnage qui a des pouvoirs psychiques, mais qui a un intellect bas. Peut-être que c'est traité différemment. Peut-être que c'est expressément condensé dans les pouvoirs. Je crois que c'est ça. Mental Blast. À ne pas confondre avec Kinetic Blast. Puisque le Mental Blast, c'est vraiment... ça affecte ben, les, les effets psychiques par conditions cumulées, me semble-t-il. En gros, tu lances le pouvoir t'as pas de jet à faire. Et c'est une réaction qui va être suscitée par le personnage. Donc ne pas avoir à lancer ça, ça permet de fiabiliser des dommages, même si c'est des dommages assez bas, donc c'est pas mal. Mental Awareness, Télékinésis, Move Object 8, c'est bien. Et il y a un bonus d'Accurate 4, ouais, donc c'est vraiment très très bien. Chant télékinétique, 12 Impervious, maintenu, tout ça. Ouais, non, c'est basique. Le vol 5, ouais, c'est sûrement pour faire une mentalité autour de la lévitation plutôt que du véritable vol. Télépathie, lire les esprits, limité en zone par la communication mentale, évidemment. Il dit, ouais, non, c'est bon, c'est bon. Après, il y a des personnes qui ont des pouvoirs méta et télépathiques, enfin pas télépathiques, mais ils peuvent ressentir les pensées et les émotions d'objets inertes comme les machines ou des trucs comme ça. C'est très conceptuel, mais ça peut fonctionner. Après, je sais pas s'ils l'ont restitué dans M&M. Je trouverais ça bizarre, mais ok. Et puis, télépathique illusion. Ouais, sélectif. Et voilà. Ouais, non, c'est pas mal. Options. Vous pouvez choisir ces options. Attends, pour customiser, vous devez choisir une des options suivantes avec aucun changement en point. Main Control, on remplace la télépathique illusion avec la télé. Ouais. Ouais. En fait, comme le contrôle mental, c'est par effet cumulé, c'est pas cheaté. Mais quelqu'un qui a une faible volonté et qui n'est pas un constructeur évidemment peut avoir une bonne base pour contrôler. Après, ça dépend de comment aussi on présente les péripéties. Là, je pense que c'est le moment où j'ai envie de dire aux meneurs de jeu, les gars, les sbires, balancez-en tous parce que ça va pas mettre en valeur le personnage s'il n'y a pas beaucoup de sbires ou de trucs à affronter. Donc attendons de voir. Ultimate effort, volonté de défense, donc ouais, on a mis une bonne capacité. Une expertise, une perspicacité qui est très élevée, une perception qui est très élevée, une persuasion qui est correcte. Ouais, c'est pas mal. Initiative 1, ouais, c'est vrai que ça l'a fait mal aussi.
Alors, parmi des règles qu'on pourrait considérer comme optionnelles, c'est vrai que faire les tests d'initiative, ça peut être fatigant. Ce que je conseillerais toujours, c'est de penser à des fois en termes d'initiative avec celui qui a le score d'initiative le plus élevé, plutôt que de lancer un dé 20. Après, le dé 20 sert à marquer l'écart de réaction. Voilà, c'est-à-dire qu'une personne qui a une basse initiative peut faire un haut score pour pouvoir se rattraper. C'est sûrement pour montrer cette inconstance-là qu'ils font le dé 20. Après, chaque personne a sa manière de régler le truc. Puisque, en fait, c'est une règle que j'ai dans tous les JDR d'action-aventure, c'est euh, vous avez une personne qui engage. Si elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle avait envie de faire, elle n'a pas l'initiative. C'est la personne qui a été visée dans le camp d'en face qui a le premier round. Et s'il a réussi, il obtient directement le premier round. Ce qui fait que ça rend le truc beaucoup plus cohérent. Voilà. Après, si on regarde les sauvegardes, volonté, dureté 12, ouais, non, c'est très bien. Je me disais, mais ça fait beaucoup penser au fait que ce soit un tank mental, mais ouais, je pense que c'est comme ça qu'elle a été pensée. Et avec 2-3 effets pour appuyer. Shapeshifter. Oh, ouais. D'où le fait que je vais faire une vidéo sur les shapeshifters à un moment. Enfin, comment traiter les battlesuits et les shapeshifters. Puisque je devrais regarder mes anciennes notes pour voir de quoi il est question. Ensuite, combat, présence. Ouais, en fait, les scores là, ils peuvent changer pour un rien. Donc, shapeshift variable. T'as 45 points qui est fait pour assumer. Alors, ce que je conseille toujours, c'est si vous êtes en numérique, ne faites pas genre une fiche à côté. Essayez plutôt de faire des petits encadrés. Et puis vous mettez les différentes variables, les différentes capacités. Et vous faites un bouquet. Ça sera ce que je vais expliquer pour comment on va designer des battlesuits différents, des véhicules différents, des trucs comme ça. Puisqu'en fait, les modes alternatifs ou les transformations alternatives, c'est vraiment un atout qui est utile. Le problème, c'est qu'ils n'en disent pas assez là. Voilà, c'est tout. Et puis le shapeshift, là on te montre un shapeshift partiel. Mais si tu dois partir aussi dans le délire de shapeshift partiel ou total, là encore, il y a des moyens d'assouplir le truc. J'aurais pas grand chose à dire malheureusement là-dessus. Il a un avantage défensif roll plus 3. Donc là, ça veut dire qu'il a une toughness d'A 2 de base. Il a move by action très bon. Très très bon. Puisque en gros, ça lui permet de se déplacer à la moitié de du score de déplacement qu'il a. Pas le score de rang, mais plutôt la distance que ça représente. Il parcourt la moitié de la distance. Il agit, il rebouge la moitié de sa distance. Ce qui rend le personnage assez intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'on a tourné le personnage vers quelque chose de combatif. Je sais pas. J'aurais viré le point en prison, je l'aurais mis en agilité. À choisir. Voilà. Après, combat sans armes. Ce qui fait que quand tu te métamorphoses, le combat sans armes rentre dans un registre très élevé. Mais un meneur de jeu peut décider que Shapeshifter considère n'importe quelle partie de son corps comme attaque naturelle, ou encore découper l'action en disant sans armes, sans la transformation, sans armes avec les transformations. On peut toujours subdiviser, et ça a toujours été établi dans Mutant Masterminds que tu peux inventer des compétences parce que les compétences sont génériques. Et elle couvre beaucoup de choses et il faut des fois spécialiser. Ensuite, voilà, du prix, zoologie. Zoologie un peu bas, hein. Mais après, c'est la variation, c'est d'avoir dépensé 45 points. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent de 3 niveaux, même pour un personnage de niveau 10. Ça m'a l'air un peu léger, mais c'est normal avec les transformations alternatives, surtout qu'il a
il a les actions qui sont prises en compte. Après, avec le système que je fais, comme dans l'économie de 3 actions, une action de mouvement, on ne peut pas faire plus de 2 actions de mouvement. Bah, faire que la transformation soit une action de mouvement, des fois c'est un moyen pour limiter la casse. Je veux dire, imaginez par exemple qu'il y avait dans les règles que je fais, la personne se transforme en aigle, et puis en fait elle peut encore bouger 2 fois. Ça fait que le personnage peut facilement, s'il est lâche, se tirer, etc., etc. Personnage intéressant, mais je déconseillerais ça aux débutants. En tout cas, c'est dit. Le speedster. Voilà, alors. Le speedster, donc. Les caractéristiques sont plutôt équilibrées, mais je sais que c'est pas là que le speedster brille. Voilà, fast attack, il a de dommage 3. Ensuite, basé sur la force, multi-attaque. Sélectif, donc ça veut dire qu'il peut en fait enlever des points de dégâts sur ses attaques pour augmenter le nombre de fois où il va taper. Et les dommages seront peut-être réduits, mais ça augmente encore plus les chances en fait que les personnes fassent des mauvais tests. Après, est-ce qu'on peut avoir des speedsters beaucoup plus offensifs que ça? Certainement. Mais bon, ça va, ça va. Et puis il y a une version alternative, dommage 3, basée sur la force. Et là, en gros, c'est vraiment foncer à toute vitesse pour donner des coups. Il y a des avantages pour lutter contre les effets de zone, mais après c'est très difficile. Voilà. Ensuite, défense rapide, il a une esquive augmentée, une parade augmentée, tout à fait logique qu'il ait ça dans la partie super. Pas besoin de mettre des points de caractéristiques dedans. Voilà, c'est pour ça que le agilité 4 et le combat 4 c'est très bon, puisque ça remet 4 à la parade, 4 à l'esquive. Et ça comble, ça fait 15, ce qui fait qu'on a un bon personnage pour de l'autopréservation. Une bonne vitesse, initiative augmentée, plus son score de déplacement, plus sa vitesse. Alors, moi, ce qui m'a toujours dérangé dans les systèmes des 20, les systèmes des 20, c'est que quand ils s'expriment en km/h, sans jeu tour par tour, t'as pas besoin de ça. Mais heureusement, on peut à peu près envisager la distance. Par exemple, il a une vitesse de speed 15. 15, ça veut dire qu'il peut parcourir 250 km. Voilà. C'est beaucoup. Pas besoin d'en dire plus, on sait que c'est beaucoup. Ensuite, courir sur l'eau. Et courir sur les murs. Ah, ok, j'allais dire, il aurait pu le mettre sous forme de bouquet. Qu'il soit considéré ou pas, vu que ça demande pas beaucoup de points. C'est des circonstances spéciales. Ça permet aux débutants de bien entrevoir le truc. Donc ça. Jet défensif, hypo initiative, instant up, très bon. Très très bon. Surtout que dans les jeux de ce genre-là, les TTRPG, j'ai tendance à faire que les règles, quand quelqu'un tombe, pour se relever, ça commence, c'est un peu pénible. Et les règles déjà sont pénibles pour se relever. Le fait qu'il se relève automatiquement, c'est une très bonne chose. Jouer, puis je sais pas si l'artiste martial l'avait, il l'avait. Ah bon, ok. Je me disais, mais s'il ne l'avait pas, j'aurais trouvé ça très étrange. Très bonne compétence. Ça a fait quand même un personnage qui est balèze. Après, il peut pas lancer énormément de choses. Mais si on vous autorise des niveaux supplémentaires en plus de cet archétype-là, vous mettez un speedster. Vous mettez des projectiles. Genre des étoiles de ninja, ou des javelots, ou des tomahawks. Ça fait max dégâts. Très bonne base. Voilà.
Après des bonnes expertises, choisir une expertise, ça c'est pour l'alter ego. Quand on met expertise choose one, c'est pour l'alter ego. Principalement, c'est pas forcément pour mettre en valeur le personnage quand il est en super. Ça peut l'être, mais voilà, je le déconseille. Initiative 16. Vous voyez, comme l'initiative est déjà déterminée, c'est pour ça que je vais vous parler de règles alternatives sur l'initiative. Si les règles sont déjà déterminées, si vous voulez de la constance dans l'initiative et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez votre écran de meneur, vous mettez le truc avec l'initiative que vous avez, au lieu de prendre le truc, de le graver, de le mettre. Ça fait gagner du temps. Après, ça crée une constance qui est plutôt intéressante. Si vous êtes habitué au TTRPG où en fait l'initiative c'est en score et non pas en D20 plus modificateur, je peux vous assurer que quand ça fait beaucoup penser à mon jeu de rôle, quand on dit phase d'initiative, voici le score d'initiative, dans les règles d'avant, hein, parce que j'ai changé les règles entre temps, quand les gens entendaient tel personnage bouge en premier, en fonction des signes qu'ils avaient vus avant, ils se disaient « Ah, ça va pas être un combat facile. » Voilà. L'initiative peut montrer ça aussi. Très bon personnage, puisque ça veut dire qu'il a une sauvegarde de 25, enfin il a une classe d'armure de 25 en parade et en esquive. Personnage très solide aussi, très facile à comprendre. Il a des actions contextuelles qui sont faciles à comprendre aussi. Et je crois qu'on est sur... Ouais, on commence à descendre, on a presque fini, je pense. Le guerrier. Donc là, on a un guerrier qui est plutôt aquatique, hein, un atlantéen. Force combat, ouais, il a tout mis dans les caractéristiques. C'est vrai que quand on veut faire un personnage martial, ou avec peu de pouvoir, c'est une bonne option. Donc force 10, combat 10. Le seul truc qui est bas, c'est l'intellect. Mais 1 en intellect, ça ne veut plus ou moins rien dire si t'as pas d'expertise avec. Donc faisons un point. Histoire, mythologie ou tactique. Vous voyez? Avec après, ils ont pas mis beaucoup de points. Ils ont vraiment fait un truc très très turbo bourrin. Voilà. Après, à choisir, jouer peut-être... là, ils ont choisi un guerrier marin, un atlantéen. Mais pour montrer un archétype de guerrier, pour que ce soit plus vendeur, j'aurais montré pas un guerrier classique, mais plutôt un guerrier extraterrestre. Ça aurait été pas mal. Moi, je pense dans le héros système, je pense à Ironclad, qui est une espèce de gladiateur galactique et tout. Super force, force augmentée 2, limitée pour pouvoir soulever des trucs. Donc ça sera pratique pour les options de lancer si vous pouvez, si vous avez surtout. Là, il n'en a pas l'air d'en avoir, je vois la partie offensive là. Ensuite, on choisit un des trucs éléments, donc aquatique. Donc, on t'a montré le personnage aquatique comme c'est l'image qui est montrée, mais il y a d'autres choix. Voilà. Il y a un personnage rapide. C'est pas mal. 5, c'est combien de distance parcourue? 250 mètres par action de mouvement. Oui, parce que il faut préciser. Quand on dit bouger de combien, c'est pas bouger de combien tu peux bouger dans le round. C'est de combien tu peux bouger au maximum par action de mouvement. Ce qui fait qu'on a un guerrier qui court très très vite. Très bonne alternative. Ensuite, un qui est focalisé sur les sauts. Ça peut être très pratique aussi. Super sens aussi. Je pense que quand tu as une équipe de personnes déjà tanky et de damage dealer au corps à distance, avoir un personnage avec, par exemple, guerrier avec l'option sur l'essence et que tu peux basculer sur plusieurs sens pour pouvoir en fait avoir une meilleure lecture du combat, que ce soit focalisé sur en mode TTRPG, en mode vue du dessus ou au théâtre de l'esprit, je pense que votre meneur de jeu va vous détester. Si vous voulez un argument, votre meneur de jeu va vous détester en jouant ça. Mais c'est légal. C'est légal et c'est viable et c'est pas cheaté. Évidemment, un guerrier qui peut voler aussi. Voilà. Donc, customiser. Option. Pour customiser, vous pouvez choisir les options suivantes.
Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui est un peu audacieux, dirons-nous. C'est solide. C'est solide à nu comme ça. Je vous conseillerais de ne pas y toucher. Monter la force physique, c'est bien pour délivrer des dégâts. Mais le truc, c'est que dans les campagnes de Mutant Masterminds, tu as les équipements, tu as tes objets. Il y a si tes objets sont rentrés dans les coups en point ou dans les coups d'équipement, dans la scène suivante, si c'est pas un objet spécial, tu le récupères. Donc, trouver aussi avec un système monétaire un objet que vous gardez sur la durée, ben, il y a peut-être moyen de trouver des éléments en fonction, surtout en fonction des arcs narratifs, des outils qui pourraient être utiles, et la partie logistique du personnage deviendra intéressante au point que tu n'aies pas besoin d'investir des points de force pour juste booster tes dégâts. Tu peux trouver juste de meilleurs objets. Voilà. Très bon aussi cet archétype si vous voulez jouer pas forcément dans un cadre super héroïque, mais dans un cadre de fantasy. Bonne base. Excellente base. Voilà. Ça mousse. On va dire ça comme ça, ça mousse. Avantage. Feinte agile, ouais, je crois que c'est un truc qui est basé sur la du prix. Et puis... Ah, attends. Je regarde si j'ai pas confondu. Agile, feinte. Ça doit être là. Ah, voilà. Vous pouvez utiliser les acrobaties. Vous pouvez utiliser votre bonus en acrobatie ou de mouvement à la place de du prix pour feinter quelqu'un en combat. Comme si la compétence ou la vitesse était au... Oh la vache. Je crois que c'est probablement le perso le plus intéressant en étant simple de toute la sélection. Voilà. On le dit déjà. Ah, il a takedown aussi. C'est-à-dire que je crois que quand il abat un adversaire, il peut s'en prendre à un adversaire pas loin. En réagissant derrière. Ça, c'est bien ça. Attends, je vais vérifier encore pour voir si je ne me suis pas trompé. Ah voilà, tu gagnes une attaque supplémentaire en ayant incapacité un sbire. Ben voilà. Très très bon perso, tout en étant simple. Donc on est bon. On est dans du mousseux là. On est très très bien. Très bon personnage pour commencer. Je m'en souviendrai quand je ferai des initiations. Voilà. Ensuite, donc là, vous avez des avantages. Et on vous dit de rajouter un des 4 avantages. Alors, si je pouvais vous donner un conseil aussi, c'est dans les avantages. Je conseillerais aux meneurs de jeu de proposer aux joueurs, en plus d'animal empathie, la capacité qui permet que le personnage ait des sbires ou qu'il ait un sidekick. Ce n'est pas mis là-dedans. Ils n'ont pas voulu faire l'emphase sur les invocations ou les alliés. Parce que c'est vrai que, ouais, on est des personnages principaux. Oui, vous êtes des personnages principaux. Mais avoir des alliés comme des sbires, des invocations ou un sidekick qui vous suit, faut pas cracher dessus. Attendez, c'est quel avantage qui donne les sbires? Attendez. On va regarder ça ensemble. Ça doit être en quelque part par là. Ah voilà. Mignonne, sbire. Vous gagnez un suivant ou un sbire avec 15 fois le rang en PowerPoint. C'est-à-dire qu'il gagne vous gagnez un sbire
En fait, vous pouvez gagner un sbire qui gagne un niveau, ou un suivant qui gagne un niveau, et puis vous pouvez peut-être les cumuler, mais on va voir ça. Parce que je trouve ça bizarre qu'ils te font pas un peu comme le multi-attaque, où en gros, tu peux choisir soit d'avoir des sbires qui sont de haut niveau, soit prendre plusieurs fois des petits. Donc on va voir ça ensemble, on va voir ça ensemble. Mignonne, voilà. Ah, voilà. Vous avez un suivant ou un sbire. Le sbire est un personnage indépendant avec un total de score de l'avantage plus 15 points de pouvoir. Les sbires sont sujets aux limitations de niveau de pouvoir et ne peuvent pas avoir de sbires eux-mêmes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des sbires qui lancent des invocations. Moi, je me souviens dans une campagne, j'avais des sbires qui pouvaient lancer des invocations. Ça n'a pas gêné le jeu. Ça n'a pas gêné le jeu dans la mesure où, de toutes les façons, dans les points investis chez un sbire, l'invocation demande déjà beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire par là? Quand tu convoques une créature, tu la convoques sous couvert du coup en points que tu as décidé d'investir. Et tu peux invoquer des trucs de niveau inférieur pour envoyer des trucs. Mais en tout cas, par exemple, imaginez vous faites un build nécromancien et vous avez invocation niveau 10. Vous avez un sbire qui a une invocation niveau 10, parce que le sbire il est niveau 12 par exemple. Ben, peut-être qu'il aura peu de score, il aura mis 2 niveaux, mais il a tout mis dans la convocation. Il pourrait avoir à invoquer des sbires avec son pouvoir. C'est pas comme si le sbire appelait un autre sbire. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais n'empêche que quand une nouvelle créature arrive, c'est toujours sous couvert des points qu'il a dépensés. Donc il ne faut pas affaiblir non plus les sbires là-dessus. Donc par exemple, le nécromancien, il est niveau 10 en invocation. Il peut dire, je n'invoque pas une liche, mais j'invoque plusieurs niveaux de créatures, plusieurs squelettes, et chaque squelette, c'est 15 en power level, même si je connais pas le niveau d'un squelette. Je crois qu'il y a les morts vivants dans la liste du manuel du meneur de jeu. Si vous le permettez, on va regarder ça ensemble d'ailleurs. Ah merde, je me suis trompé de livre. C'est Hero Eye que j'ai lancé. Attendez. Game Master Gate, voilà. Ah, ça va pas lancer. Okay. Je comprends pas. Voilà. Alors, adversaire. Vous avez des tas d'archétypes. Voilà. Qui peut aussi servir de base pour si vous voulez faire des personnages réformés. Vous pouvez compter là-dessus aussi. Mais n'oubliez pas que les sbires ont des niveaux supérieurs ou égaux au niveau 10. Juste gardez ça en tête. Et puis, on va regarder. Donc, il y a des bons archétypes là-dedans. Oui. Ah, voilà. Donc, on va regarder. Donc, là, vous avez les animaux. Voilà. Donc, il y a les différents trucs pour level 4, machin. Encore une fois, vous avez vu, la créature a été designée de comment elle est restituée dans le réel. Voilà. Quand c'est une créature qui existe. Démon, dinosaure, ninja. Voilà, agents du gouvernement. Les mondes underground, les zombies. Skeleton, voilà. Donc par exemple, le squelette, on peut prendre ce squelette-là. Ou vous pouvez faire un squelette qui est beaucoup plus faible. Mais je trouve que ce squelette-là, il est bien. Il est très bien. Voilà. Je comprends pas pourquoi il a de la conscience. Peut-être, ah oui, peut-être pour anticiper certaines choses, ouais.
Ouais, ok. Ben voilà, par exemple, il est pour level 2. Si vous avez convocation à 10, ça veut dire que vous pouvez, par exemple, lancer, le personnage pourrait lancer plusieurs squelettes d'affilée au lieu d'utiliser un seul squelette ou une seule créature supérieure qui est grosse. Mais moi, si je mets des règles comme ça, je restreindrai toujours par le fait que si tu utilises, tu invoques, tu peux pas invoquer des créatures différentes. C'est-à-dire que, imaginons, tu as 12 en invocation, en pouvoir d'invocation, tu peux pas invoquer des squelettes, des démons, des gremlins, des gargouilles. Tu lances des squelettes, ça va lancer que des squelettes. Différents profils de squelettes, tu pourras choisir, mais voilà. En tout cas, tout ça pour essayer un petit peu de corriger certains trucs. Et je sens tous les gens qui jouaient Osa Evoque dans Dofus ou Wakfu là, en train de se réveiller. Voilà. Les mignons lesbiens ne gagnent pas leur propre point. À la place, vous pouvez dépenser les trucs dans les rangs, dans l'avantage pour augmenter le total de rangs. Voilà. Les lesbiens n'ont évidemment pas de pouvoir. Machin. Ok. Mais attends. Mais ce que je voulais voir surtout, c'est... il est où? Il y avait un truc qui était lié aux sbires. Enfin, pas aux sbires, mais... Ennemi favori. Bizarre, j'aurais juré qu'il y avait un truc pour les sidekicks. Ah, le voilà. Sidekick. Vous gagnez un sidekick avec 5 fois le rang en point de pouvoir. Attendez un peu. Ouais, attendez. C'est juste pour voir. Et dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'au moins il a le droit d'avoir des trucs? Parce que vous avez un personnage qui sert en tant que partenaire qui peut vous désigner votre sidekick comme un personnage indépendant avec avantage x5 power points et sujet à voilà et sujet à la série power level. Ok, donc ça veut dire que le cadre de la campagne va influer aussi sur le maximum ou le minimum. Le pouvoir de sidekick au total doit être moins puissant que le vôtre. Le sidekick est un personnage non joueur mais automatiquement utile et loyal pour toi. Les meneurs de jeu devraient généralement vous autoriser. Enfin, les meneurs de jeu devraient généralement vous permettre de contrôler votre sidekick à travers les sidekicks et les personnages. Ah, au travers des sidekicks et des autres personnages non joueurs. Et le meneur de jeu peut avoir le mot final sur vos actions. Autoriser les joueurs à utiliser le sidekick, à contrôler le sidekick. Autant les sbires, il n'y a pas de souci, ça va. Le sidekick, non. Le sidekick est à moins de points que le sidekick a moins de points que les trucs investis dans des sbires. Mais les sbires, eux, au moins, sont des sbires. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'ils sont contrôlables, ils vont suivre vos ordres. Si c'est un personnage qui est un suivant, le joueur va toujours aller dans le sens des intérêts de son personnage. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Un sidekick, c'est quelqu'un qui peut être, on le dit, hein, c'est considéré comme un héros. Le problème, c'est que il faut aussi considérer que le personnage, il a peut-être des pouvoirs et des capacités d'un autre registre. Ce qui veut dire qu'il se doit d'avoir une autonomie. Et donc, c'est le meneur de jeu qui devrait contrôler le sbire. C'est mon opinion sur la question. Après, vous allez faire comme vous voulez là-dessus. C'est juste une question d'observation et d'expérience.
Les sidekicks ne gagnent pas de points de pouvoir, à la place, vous devez dépenser des points de pouvoir pour augmenter son rang en tant que sidekick. Voilà. Et puis évidemment, ça veut dire que à côté, vous pouvez avoir plusieurs sidekicks aussi. Je pense qu'il n'y a rien qui l'en empêche. Mais jouer avec un personnage qui a trop de PNJ, ça peut vite être chiant. Et puis surtout, faut pas oublier que par défaut, quand tu joues en équipe. Quand tu joues à Mutant Masterminds, il faut plus penser Avengers qu'autre chose parce que c'est par défaut des différentes mentalités, différents égos. Je me souviens qu'Alexandre Astier disait qu'il n'aimait pas les assemblées de super-héros parce que ça faisait réunion à Carrefour. Alors, même si je dois avouer que un super-héros doit être super, la raison pour laquelle en amont les super-héros pouvaient se rejoindre malgré des différences, c'était parce que c'était un élément pour pouvoir raconter des histoires qui étaient grandioses. Voilà mon opinion là-dessus. Mais par contre, on sait déjà que les héros sont pleins d'individualités qui sont gérés par des joueurs qui ont aussi leur propre individualité. Ce qui veut dire que quand vous allez avoir énormément de sbires ou encore énormément de sidekicks, ça peut être gênant parce qu'il y a trop de personnes. C'est pour ça que j'aime bien le fait que dans la partie mignonne, on te dit soit un sbire, soit un suivant. Un suivant, c'est un gars qui va dans le sens de tes intérêts. Par exemple, imaginons que tu es un chevalier, c'est un écuyer. Ou c'est, par exemple, un personnage de confiance. Ou encore, c'est une amante, ou etc. etc. C'est comme ça qu'il faudrait le penser. Le sidekick, rien n'empêche d'avoir plusieurs sidekicks, mais il faut pas oublier que c'est des individualités qui décident de faire cause commune autour d'une aventure, autant valable dans la fiction que dans la réalité, et que quand quand tu fais une super équipe, quand des gens jouent avec des individualités, des personnages trop différents, on peut pas appeler ça spécialement une super équipe. Mais quand c'est des groupes qui sont thématiques, c'est comme si, imaginons, vous avez un personnage joueur, et puis il se dit, je veux jouer un Power Ranger. Si il n'a pas de, comment ça, s'il n'a pas d'autres, ses autres alliés ne sont pas des Power Rangers, ça devient une dichotomie sans nom. Vous voyez ce que je veux dire par là? Des gens pourraient parler aussi du crossover entre Power Rangers dans l'espace et Tortue Ninja. Là, on est encore à un autre niveau puisque c'est deux super teams qui font front commun. Et le truc, c'est qu'il faut gérer la personnalité des différents personnages. Donc, franchement, les sidekicks, on peut en avoir plusieurs, mais limitez-en. Les mignonnes, vous pouvez les avoir, vous pouvez les limiter, mais je pense que c'est surtout le sidekick qui pourrait poser problème à en avoir trop. Voilà. Et là, on t'explique qu'un sidekick peut ne pas avoir de points de héros, mais vous pouvez dépenser vos propres points du côté de vos sidekicks avec les intérêts habituels. Les sidekicks ne sont pas des sbires, mais des personnages entiers, et donc ne sont pas sujets à la règle des sbires. Voilà. C'est parce ils sont pas soumis à la règle des sbires qui fait qu'il ne faut pas en prendre beaucoup. Voilà. Tout ceci ayant été dit, on peut retourner sur le sujet principal qui était il aurait dû avoir des options de sbire et de sidekick. Bon, on va poursuivre rapidement. Alors, acrobatie, vous êtes à 12, athlétisme à 15, ouais, choisir un truc, ouais, on avait déjà traité ça. Au niveau du combat, ça dépend de l'arme. Attends, mais il est équipement alors. Dans avantage. Environnement.
Non, hein. Je pense qu'ils l'ont mis dépendant de l'arme que possède le personnage. Sauf que dans la liste, il n'y a pas équipement. Il n'y a pas d'équipement. Ce qui montre encore plus que c'est un personnage logistique tel que je l'avais présenté. Donc, ok. Ensuite, le Weapon Master, le maître d'armes. Personnage bien équilibré au niveau de ses scores. Ensuite, on te dit choisir 2 dans la liste. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bloqué. Déflexion. Ouais. Il faut vraiment que je vois qu'est-ce que ça veut dire. Il faut vraiment que je revoie qu'est-ce que ça veut dire easily removable parce que j'ai l'impression que j'ai zappé un truc là-dessus. Ah voilà. Et non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas ce terme-là dessus. Bon bah... Oups. Donc je suppose que dans le contexte, ça veut dire que Ah oui. Donc ouais. Donc ça veut dire qu'en bloquant, tu peux perdre tes armes. Mais la déflexion est élevée. Donc ça veut dire que les règles de désarmement vont jouer contre toi, ou les avantages de critique peuvent jouer contre toi. Ça se tient, c'est bien équilibré, je trouve. Ensuite, Crippling Strike, ah oui, non. Ça c'est violent, ça, par contre. Ouais. Là encore, il y a le même truc. En fait, ils ont mis des options, mais ils ont mis des options qui met easily removable à chaque fois. C'est normal, c'est un maître d'armes, mais un maître d'armes, justement, devrait avoir sa capacité à porter ses armes et ne pas les perdre facilement. Sauf que comme on est dans un monde de super-héros, c'est le processus inverse. Je comprends la démarche, mais le joueur qui a ça dans les mains là, comment dire ça, c'est pas marqué comme une complication, mais ce sont des micro-complications. Faut juste y penser, c'est tout. Un facteur de régénération, très très bon. Objet improvisé. Pourquoi objet improvisé dans la liste? Qui prendrait ça? Les objets improvisés ne sont pas avantageux. Voilà. Surtout qu'avec les conditions, tout ça. Bref. Après, au niveau de la super... il y a une super écoute. Là, c'est plutôt bien. Supervision. Aussi. Ouais, acrobate. Moi, je pense que s'il faudrait prendre un truc dans la liste, là, c'est tu prends Fast et Urban Acrobat. J'ai joué un truc comme ça dans le MMO qui s'appelle Champions Online. C'est une belle combinaison pour faire des trucs stylés et en mécanique de jeu là, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, par exemple, lui, il a des armes. Choisissez une des armes suivantes. Arc ou arbalète. Avec multi-attaque ou alternate effect. Ah, donc ça veut dire que c'est des objets personnalisés. Il faut juste y penser. Voilà. Ensuite, les dagues ou les poignards. Ouais, il n'y a pas de différence dans le truc. Hein. Ouais, ma foi, pourquoi pas. La différence entre ce poignard et une dague, c'est 20 cm. Hein. Vous avez une blague un peu beauf, mais voilà. Hein. Donc, différents guns aussi. Pourquoi multi-attaque? Ouais, non, là, c'est personnalisé aussi. Je sais que le revolver et le pistolet, ça fonctionne pas de la même façon. L'épée, en incluant le katana. Ah ouais, parce que, tu vois, ils se sont dit, non, mais on va mettre le katana. Allez, vas-y. Ouais, parce que la mythologie autour du katana reste forte.
Et c'est pas forcément l'arme, c'est pas le sabre le plus balèze qui soit. Tu vois. Et bon, évidemment, les Japonais, les Kikuri vont te dire que oui. Mais il y a des sabres du Moyen-Orientaux qui sont bien plus efficaces que ça. Et pour les sabres européens, je sais pas. Je m'étais pas suffisamment renseigné là-dessus. Le fouet, parce que pourquoi pas. En vrai, le fouet, on aurait voulu que ce soit comme Indiana Jones où tu fais des dommages. Après, c'est possible, apparemment. Mais il y a aussi des avantages, exactement comme l'épée, il y a des avantages qui sont attachés aux armes. Je trouve ça très intéressant d'avoir mis ça comme ça. Voilà. Ensuite, le véhicule, mais bien sûr. Une moto. Ah oui, mais on va en profiter pour vous montrer les motos. Donc, il n'y a pas de modification sur la moto. Hein. Donc, la moto, c'est... Véhicule terrestre. Ah, voilà. Force 1, vitesse 6, défense 10, dureté 8. Voilà. Et puis après, si vous vous dites oui, mais la moto, elle a rien de spécial. Si c'est une campagne où vous montez en niveau, hein, je peux vous garantir qu'améliorer la moto, ça va être votre nouveau kiff. Moi qui adore personnaliser des motos quand je joue à dans des JDR, soit que c'était les miens ou des settings que j'avais fait, on pouvait passer énormément de temps sur le véhicule. Voilà, moi je me souviens dans une campagne que j'avais fait via le W System de luxe, j'avais fait une camionnette inspirée de l'agence Tourisk avec une devanture blindée, une Gatling, un lance-grenade avec pas mal de trucs bien sympas dessus. C'était kiffant. On a juste fait ça. On a juste avancé jusqu'à l'horizon. La partie c'est fini. Enfin, on a eu un affrontement avant, mais voilà. Très très bon moment. Ensuite, avantage, défensive roll, équipement 5. Équipement 5, oui. L'équipement 5, je pense que c'est pour ça que le coût en points c'est 15. Voilà. C'est parce qu'il a pris l'objet, puis lui a mis des effets spéciaux rattachés. Voilà. On regarde ça. Je regarde pour être sûr que ce soit ça. Oui, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Puisque, en gros, quand vous avez l'arc et l'arbalète, vous pouvez, en fait, l'arc et l'arbalète à répétition. Je ne sais pas si l'arbalète à répétition est dans le gadget guide. Mais l'arc, par défaut, il ne propose pas le multi-attaque et l'arbalète non plus. Mais proposer le multi-attaque, en plus avec des effets alternatifs, ça fait que, par exemple, un peu comme Green Arrow, vous avez une flèche qui envoie d'une fréquence spéciale, une flèche qui givre, etc. etc. Donc, quelques exemples que je donne ça et là, mais que vous êtes censé savoir si vous connaissez bien l'univers des comics. Et si vous ne connaissez pas l'univers des comics, bah, bienvenue. N'essayez surtout pas de faire des copies carbone de personnages de comics. Les gens qui ont fait Mutant Masterminds ne se sont pas rabaissés à ça. Il n'y a aucune raison de vouloir le faire. Mais par contre, vous pouvez vous en inspirer, ça c'est sûr. Je ne vais pas parler de la différence entre l'inspiration et le pompage. Je pense qu'avec le temps, ça va rentrer, ou puis regardez mes autres vidéos. Petite pub assassine, voilà, toute discrète. Acrobatie, athlétisme, oui. Combat, oui. Après, on te dit combat weapon 6. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que c'est selon l'arme que tu as choisie. C'est pas genre généralisé. Ce n'est jamais généralisé. La compétence le précise. Ensuite, expertise choisir, expertise des armes. Donc, expertise au niveau des armes, ça peut être pas mal. Moi, je vois bien un maître d'armes voir un gun technologique très complexe. Il analyse l'arme avec son expertise.
Et puis quand il s'en rend compte, il va tester sa théorie. Il fait une action genre smash, c'est-à-dire détruire un objet. Il détruit un objet à distance. Grâce à la détection, par exemple, du point faible de l'arme, il la détecte. Et puis scénaristiquement, vous utilisez votre action, une action gratuite, comme par exemple parler pour donner une petite indication. Vous dites, voici la faiblesse des armes. Et du coup, l'avantage sur le fait de détruire l'arme se répand aux joueurs et ça dure la durée de la scène, évidemment. Voilà. C'est un petit moyen de faire des règles qui ont l'air... Les règles de Mutant Masterminds, comme elles sont inspirées du système des faits, elles ont l'air très rigides, mais il y a une belle place pour l'interprétation ou l'enchaînement d'interprétation. Je vous conseille de la garder en tête si vous comptez jouer au jeu. Initiative 5 varie, ça dépend des avantages selon l'arme choisie. Donc plus 13, c'est-à-dire tu fais le D20, plus 13, c'est beaucoup. Critique à 19 et à 20, donc il y a un équilibre. Ils ont fait en sorte que le maître d'armes, il ait des propositions, que ce soit au rapproché ou à distance. Et puis rappelez-vous, pour le côté logistique que j'ai dit concernant le guerrier, si vous trouvez des armes et puis vous pouvez les utiliser, ma foi, pourquoi pas. Après, il y a une question qui peut se poser aussi, c'est oui, mais si on trouve un objet qui a été fait par un groupe spécial chez les ennemis, mais que je prends l'objet et je veux le garder sur le long terme. Moi, je me souviens de truc Justice League, où ils sont allés dans un monde parallèle, et à la fin, il y a Wonder Woman qui est revenu avec un avion furtif. Ah ben c'est ça, si vous voulez cet objet, vous le gardez de côté, vous attendez de monter de niveau, et vous dites au meneur de jeu, bon, le coup en point de ça, c'est quoi? Et ensuite, à partir du moment où vous inscrivez le coup en point de l'objet en question, ça veut dire qu'il est endommagé, tu peux le réparer. Il est cassé, tu peux essayer d'en reconstruire un autre. Et comme ça, du coup, tu as accès au truc. Si c'est une arme qui est de production de masse, et c'est pas genre une arme unique de ouf malade, tu peux le retrouver dans la scène suivante en considérant que tu l'as réparé. Voilà. Et on regarde maintenant les défenses. Très bonne défense, bonne parade, bonne esquive. Dureté peut-être un peu basse, mais au travers des actions qu'il a et des capacités, c'est surtout un personnage qui est censé avoir un éventail de compétences et briller sur ces compétences-là. Et grâce à la capacité de pouvoir être polyvalent, pouvoir trouver des points faibles pour abattre son adversaire rapidement. Mais abattre son adversaire rapidement, ça ne veut pas dire nécessairement que ce soit lui qui doit le faire. Il peut peut-être laisser la tâche aux autres. Ce qui rend le personnage intéressant. On est à combien de temps? Ah oui, on est à beaucoup de temps là. Et pourtant, je me suis pas... J'ai quand même essayé de me focaliser sur le truc. Donc là, on te donne des exemples de personnages. Et comment ça s'inscrivrait sur une fiche. Voilà. Je trouve que les fiches ne sont pas forcément grandes. Mais... Enfin là, c'est une version réduite évidemment. C'est pour ça que j'aime pas utiliser les fiches présentées par M&M, puisque pour mettre des informations supplémentaires. Voilà, mais après c'est tout un exercice, hein, donc vous pouvez très bien utiliser la fiche et probablement vous allez utiliser la fiche. Voilà. Et puis ensuite, on vous explique les différents trucs. On vous demande, ah oui, est-ce que vous voulez générer au hasard des archétypes? Je vous déconseille de choisir un archétype au D20. Mais vraiment, il y a en vrai, quand on regarde tous les archétypes, tous les personnages sont intéressants. Tous. Le mimique, j'aime bien son design, ses pouvoirs sont un peu complexes, donc c'est normal qu'il n'attire pas tout le monde. Peut-être que c'est pour le hasard, ça puisse aider. Mais qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'une personne choisit quelque chose en fonction de ses affinités, ou qu'il choisisse quelque chose qui a été déterminé au hasard. L'affinité, c'est toujours mieux, sauf qu'on ne sait pas toujours avec quoi on a une affinité.
Ah bah, du coup, comment on fait pour savoir si on a une affinité avec un truc ou pas? La meilleure chose à savoir là-dessus, c'est comment tu vas essayer de prendre un personnage par rapport à l'attention que tu as, regarde les données qu'il y a et ensuite tu gères. Et si tu es meneur de jeu, tu es censé épauler les joueurs là-dessus. Donc voilà, il y a les différents trucs. Le contrôleur du climat. 104. Ah oui, ça c'est les micro trucs dont je vous parlais, les micro modifications que vous pouvez faire si vous devez mélanger des trucs. On va pas gérer ça, on va pas suivre ça, puisque c'est des choses à tirer au hasard à chaque fois. C'est un truc optionnel, en gros. Tu peux prendre des trucs existants ou encore essayer de faire une espèce de menu avec ça. Ça a l'air d'être plus facile puisque c'est tiré au hasard. Mais ça peut vite bouleverser. En fait, ça ne bouleverse pas un personnage sur son coup en point, mais ça peut bouleverser sur l'attente qu'on peut en avoir. Voilà. Bien. Voilà tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je pense que je vais faire l'exercice sur les autres suppléments bien plus tard. En souhaitant que si vous êtes resté jusqu'au bout, chapeau, mais probablement que des gens ont arrêté, puis sont revenus, ont arrêté ou sont revenus. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois, en souhaitant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire sur le jeu, surtout si vous n'êtes pas familier avec le jeu, parce que des fois, je parle comme si en fait vous êtes censé avoir le livre, mais c'est surtout pour aiguiller ceux qui ont par exemple des suppléments ou qui ont le livre de base, mais ils n'ont pas fouillé le truc en détail. Mais n'empêche que si vous n'êtes pas familier avec Newton Masterminds, n'hésitez pas à poser des questions relatives au jeu. Je pense que quand je vais commencer à parler des settings différents de super-héros, c'est à partir de là où je pense qu'on va commencer à entrevoir le potentiel qu'a le jeu euh, au travers des explications. Donc je vous dis à la prochaine fois, amusez-vous bien. Salut à tous.